Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc comme tous les jours, revue d'actualité et de marché. On va surtout faire des actus aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de news intéressantes. On commence tout de suite en Amérique avec CoinEx qui est en train de stopper ses services du coup suite à des plaintes, la réglementation et surtout une énorme amende d'1,7 million de dollars. Donc CoinEx c'est pas non plus un échangeur énorme, donc 1,7 million. Ils peuvent l'en tanker bien sûr, mais voilà, ça va leur coûter. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement les chiffres, c'est la procédure et les différentes étapes que l'on rencontre quand on ferme un échangeur aux États-Unis, parce que bien évidemment, c'est ce qu'on craint pour du coup les autres échangeurs, comme on pourrait l'y penser. Par exemple, Binance US. Donc comment ça se passe? Il y a des plaintes, il y a des soucis. Évidemment, on a des plaintes classiques du style CoinEx propose la vente de securities, donc des valeurs mobilières, vous comprenez, des actions, sans s'être enregistrées au préalable. Donc c'est effectivement une plainte qu'on va voir revenir assez souvent. Et donc qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les différentes étapes? Eh bien déjà, il n'est plus possible pour les Américains, et d'ailleurs pour les utilisateurs qui voudraient passer par l'Amérique, de créer des comptes. Et donc, tout simplement, il ne va pas y avoir de nouveaux utilisateurs qui arrivent sur l'échangeur, ça c'est la première étape. Deuxième étape, les comptes américains existants ne sont plus utilisables que pour faire des retraits. C'est-à-dire que vous pouvez plus, même si vous avez un compte acheté de crypto, vous pouvez que en fait faire des retraits. Et petit à petit, en fait, l'idée c'est d'étouffer l'entreprise et de ne plus lui permettre de fonctionner. Donc la plateforme est interdite aux États-Unis. Voilà, vous avez les différentes étapes. C'est comme ça que ça se passe. Et on verra du coup si on peut recenser certaines de ces étapes sans qu'elles soient annoncées chez d'autres échangeurs. C'est vraiment un processus qui est évident, mais qui est quand même assez intéressant à suivre. Donc voilà, ils ont une demande ici de 600 000 $. Le procureur qui veut récupérer 1,7 million. Bon, le reste n'est pas très très intéressant ici. Binance, du coup. Binance, on a un certain nombre de choses à dire dessus. Déjà, arrêt de l'activité des services aux Pays-Bas. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions de blanchiment d'argent, de manquement aux procédures KYC, de vente illégale de crypto-monnaies, et donc globalement des soucis qui ne correspondent plus avec le statut PSAN de Binance, parce qu'avant d'être PSAN, eh bien, la réglementation déjà était moins importante, moins lourde, et c'était beaucoup plus facile d'acheter, de vendre des cryptos, d'y envoyer des fonds dont on ne connaissait pas la provenance. Donc, et oui, il pouvait y avoir ce genre de choses-là. D'ailleurs, des choses que vous pouvez observer sur d'autres échangeurs de plus petite taille sur lesquels il n'est pas obligé encore de ce KYC, c'est-à-dire de mettre son identité, que ce soit en prenant une photo de soi-même, en affichant sa carte d'identité, ce genre de choses. Donc, l'ensemble de ces éléments fait que Binance va devoir se retirer des Pays-Bas, parce que trop compliqué, parce que trop de problématiques, et parce que du coup, ça correspond pas aux attentes. Donc voilà, arrêt des services crypto aux Pays-Bas, c'est quand même un point important. Hein. Vous voyez, on continue quand même les plutôt mauvaises nouvelles pour Binance. Pour ça, on m'a parlé un peu du BNB, on en a parlé plusieurs fois. Je pense que potentiellement, ça peut aller plus bas, parce que à mon avis, on n'a pas fini en fait d'avoir ce genre de news-là. Et d'ailleurs, on va continuer tout de suite avec la France. C'est-à-dire que il y a une enquête qui est lancée pour en fait blanchiment aggravé, donc c'est à peu près les mêmes causes, hein, au niveau du coup de Binance, et là c'est pour la partie française. Donc c'est intéressant, Binance qui voulait s'implémenter en France de façon un peu plus sérieuse, bon peut-être qu'il faut passer par ça avant, j'espère que ce sera pas trop dur. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? On nous dit des faits d'exercice illégal de la fonction de prestataire de services numériques, donc SAN, et des faits de blanchiment aggravé par le concours des opérations de placement, dissimulation, conversion ayant été réalisées par des auteurs d'infractions ayant généré des profits. Et concrètement, en fait, on en revient au problème du KYC, qui jusqu'à août 2021 n'était pas obligatoire sur Binance, c'est-à-dire que vous pouviez ouvrir un compte, envoyer de l'argent, acheter des cryptos, re-envoyer des cryptos sur d'autres comptes, etc., etc., faire toutes les transactions du coup sans vous identifier. Et du coup, bah, évidemment, vous pouvez envoyer n'importe quel type de fonds, notamment des fonds qui n'auraient pas des sources licites. Donc voilà, Binance qui est poursuivi, ça va évidemment encore entacher un petit peu son image, ça va certainement pas être très très bon pour le BNB, à voir comment ça va se décanter, en sachant qu'il y avait déjà eu des plaintes hein,
en 2022, me semble-t-il. Et voilà, c'est quand même assez important. En plus, ça nous touche potentiellement, donc ça, c'est vraiment à suivre de très très près. Moi, pour ma part, j'ai un compte Binance, j'ai un peu des fonds chez Binance. Donc, si vraiment ça chauffe, il faut penser à des alternatives. Vous voyez, je vous ai parlé par exemple de Ledger qui faisait une offre très récemment. Vous voyez, c'est pas idiot là. Donc, vous voyez ce genre de situation. Vous savez que vous voulez garder certaines cryptos, de les envoyer sur une Ledger, ça se tient. Même si c'est pendant quelques semaines, quelques mois, le temps que ça se tasse, ou d'ouvrir des comptes chez d'autres échangeurs. Quand on sait que ça peut aller assez vite, on n'a pas forcément envie de voir la situation qu'on a vue ici. C'est peu probable, mais voilà. Gardons ça en tête et prenons des mesures qui s'imposent. J'ai envie de vous dire, soyez safe. On va continuer toujours avec Binance et plus précisément là avec, du coup en Amérique, la SEC. Hein. Donc ça c'est cool, c'est Cryptos qui font des récaps assez réguliers. Je crois que c'est à peu près tous les 2-3 jours des dernières news. Donc on va repartir un petit peu en arrière. Le 13 juin, du coup, je pense qu'on l'avait déjà vu ensemble, c'est le moment où les avocats de Binance US avaient donc s'étaient opposés à la SEC. Donc ça, effectivement, on l'avait vu. Depuis, que s'est-il passé? On a su, donc en avril dernier, que la plateforme Coinbase s'était saisie de la justice afin de forcer la SEC, du coup, à apporter une réponse à la pétition. Et du coup, la SEC demandait 4 mois. Donc ça, on l'avait vu également. Je crois que c'était il y a 2 jours. La SEC et Binance qui ont trouvé un accord pour ne pas geler les fonds. Ça, on l'avait vu également. C'était le 14, donc ouais, c'était il y a 2 jours. Binance accusé de vendre massivement, bon, ça on a priori c'est une information qui s'est avérée être plutôt fausse. Ce serait plutôt des comptes en fait qui enfin des comptes d'entreprise ou de gros acteurs qui ont vendu via Binance, mais c'était pas directement Binance a priori. Polygon Lab qui du coup affirmait son désaccord avec la SEC, ça on avait vu, et donc un argumentaire de 17 pages, quand même ils ont bossé. Donc ça c'était juste voilà la défense de Polygon, je crois que c'était aussi pareil pour Solana et d'autres. Binance qui demande sa radiation de Chypre, donc là on a plus de précision, c'était pas très très clair, donc c'est Binance qui a demandé à partir de Chypre. Très bien, nous ignorons encore les motivations. D'accord, très bien. Enfin très bien, moi je trouve que c'est pas très très positif, mais ils ont certainement de très très bonnes raisons de le faire. Monsieur Saylor qui nous annonçait du coup que les décisions de la SEC et plus largement des régulateurs américains devraient déboucher sur une dominance de Bitcoin sur les altcoins. Alors ça, monsieur, c'est pas franchement une grosse prévision. Hein. Je sais pas trop ce que l'information fait là, mais on voit bien que Bitcoin, par contre, c'est déjà la moitié de la capitalisation des cryptos. Quand on regarde l'indicateur de dominance, on voit très bien que Bitcoin, il est extrêmement au-dessus. Et si on va regarder le marché ici, vous voyez, Bitcoin, il a pris 500. D'accord, il a pris 500, donc c'est vraiment très peu. Hein. Dans la journée, il a pris quelques pourcents du coup. On voit bien que le reste du marché, il suit direct. On a des 10, des 15, des 20%. Bon, en moyenne, ça va être moins, ça va être plutôt des 6-7% peut-être en moyenne. Et voilà, enfin, oui, évidemment que la Bitcoin dominance, elle est présente et que ça va continuer comme ça. Donc ça, effectivement, bon, Bitcoin serait du coup le seul en mesure d'échapper au statut par contre de securities de la SEC. Possible. Possible, mais pas certain. Vous voyez, j'avais une petite réflexion là-dessus, on en reparlera prochainement. Ethereum était du coup en proof of work il y a encore 1 an. N'oublions pas qu'il y a un token qui s'appelle le ETHW, donc l'ancienne version, le fork en fait d'Ethereum avant qu'il passe en proof of stake. Donc ce genre de projet-là pourrait aussi remonter si vraiment il y a des points là-dessus. Mais c'est un narratif qu'on jouera plus tard, à mon avis, on en reparlera plus tard. Et donc, dernière news qu'on a pu avoir pour la journée ici du 15, et c'est assez lourd, Binance qui se sépare d'une partie de ses employés, donc c'est Binance US, et a priori on parlerait d'une 50aine de salariés à cause apparemment de la SEC. Là par contre c'est assez fort. Donc à voir si l'information est vérifiée, j'aurais besoin de plus d'infos. J'ai fait des toutes petites recherches, je n'ai pas de certitude, mais il semblerait que Binance US ce soit à peu près 200 employés. Alors j'en sais rien, honnêtement ça pourrait être 3 fois plus comme 2 fois moins, j'en ai aucune certitude. C'est juste ce site-là qui le donne, il s'appelle Comparably, je ne sais pas s'il est fiable ou pas. Si j'en crois l'information ici, aux dernières nouvelles, c'était il y a 3 jours que les chiffres ont été mis à jour, donc c'est quand même assez récent. Donc si c'est fiable, 200, 50 licenciements sur 200, c'est énorme. Hein. C'est du coup un quart des salariés. Je ne sais pas si c'est véridique, information à vérifier, à suivre, mais si c'est le cas, c'est assez mauvais globalement pour Binance et clairement, on peut penser que le BNB va continuer à chuter. D'autant que Binance, en fait, en début d'année, c'était plutôt une tendance inverse, c'est-à-dire qu'on nous parlait plutôt de potentielles ouvertures de postes. Si vous recherchez les articles, vous verrez que c'est plutôt cette tendance-là. Donc là, c'est un peu lourd. À suivre du coup avec intérêt, à mon avis. Maintenant qu'on a fait les mauvaises nouvelles, on va parler plutôt des bonnes nouvelles pour le marché.
Déjà, on a BlackRock qui va déposer une demande pour un ETF Bitcoin Spot. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant. Sachez que pour le moment, les demandes d'ETF ont été refusées en Occident, hein, que ce soit en Amérique, en Europe, ça a été refusé. Par contre, il y a d'autres pays où on a quand même des tentatives, on a des choses qui existent, notamment en Asie, mais on en reparlera. Donc ça pourrait être vraiment, vraiment bien, hein. À voir ce qu'ils vont faire avec, hein, parce qu'un ETF Bitcoin, du coup, est-ce que c'est juste un tracker qui va reproduire le cours de Bitcoin? Je sais pas, mais auquel cas, le support en lui-même a peut-être pas énormément d'intérêt, sauf si il est backé par d'autres actifs. Donc à voir vraiment ce qu'ils vont faire, hein. Je suis assez curieux, mais c'est très très bullish de manière générale, parce que vous comprenez bien que si une entité comme BlackRock, qui aura un jour sa propre vidéo, parce que c'est vraiment énorme et qu'il faut en parler et qu'il faut bien connaître ça, construit sur Bitcoin, c'est bien que les cryptos sont là pour rester, hein. C'est vraiment, faut comprendre ça, c'est qu'on n'est pas du tout dans un mood où ça va partir, hein. On n'est pas là pour supprimer en fait Bitcoin si on crée un ETF dessus. Voilà, ne soyons pas naïfs de ce côté-là. Donc à mon avis, ceux qui sont là en fait, ceux qui surveillent les cryptos, si qu'ils veulent en acheter, je parle de nous autres particuliers, on est vraisemblablement en amont de mouvements importants à venir dans les prochaines années. Oui, c'est ce genre d'informations-là qui me donne cette sensation-là. Voilà, c'était le premier point positif. À la suite, on va parler un peu de Ripple. Ripple qui, du coup, envisage changement de continent, hein, c'est-à-dire qu'il est plutôt aux États-Unis, mais clairement, la réglementation est casse-pied. Et donc, Mika, du coup, de la réglementation européenne qui commence à prendre forme, à vraiment arriver, ça séduit un peu Ripple, donc potentiellement, il va s'installer, enfin, l'entreprise va installer certaines places en Europe. Et puis, Ripple, en fait, se lance un peu dans tout ce qui est production de CBDC, donc les monnaies de banque centrale, que globalement les cryptophiles craignent, hein, parce que contrôle à gogo et excès, comme on peut s'y attendre. Mais voilà, Ripple il est là-dedans, donc potentiellement ça lui fait des clients, hein, potentiels, donc voilà. Et en parlant de ces clients, on a tout de suite en Amérique latine, on a la Banque centrale de Colombie qui s'associe à Ripple pour développer son système de paiement, donc comprenez, pour développer vraisemblablement c'est CBDC, voilà, c'est dit ici. Donc on va voir ça de plus en plus, hein, il y a de grandes chances, hein, Ripple c'est un énorme acteur, ils savent ce qu'ils font a priori, et ils ont, il semble-t-il, suffisamment d'éléments pour développer ces technologies-là, donc ça va arriver petit à petit, et si effectivement ça allait se poser de grandes questions quant à la surveillance et au contrôle que vont avoir les États sur nos transactions financières, il semblerait que ce soit au moins potentiellement bon pour l'écosystème crypto, donc je garde ça d'un œil neutre et curieux, mais plutôt optimiste pour le marché crypto, à mon avis. Et enfin, des news assez intéressantes ici aussi. En Chine, on a Bank of China, on en a parlé début de semaine dernière, qui a réalisé sa première titrisation, c'est pas rien, tokenisé du coup, et c'est sur Ethereum. Donc ça, on en avait déjà parlé, on va pas trop revenir dessus, mais c'est quand même sympa, c'est quand même une bonne nouvelle. Et voilà, c'est là qu'il nous l'avait dit. En décembre 2022, les autorités de Hong Kong avaient introduit déjà 2 ETF crypto. Vous voyez, on en avait parlé pour l'Amérique juste avant, mais c'est pas les premiers à le faire. Il y a déjà 2 ETF qui ont été faits. Bon, pour le moment, ils ont levé 70 millions, donc c'est pas énorme, mais voilà, c'est quand même des éléments qui montrent qu'on va potentiellement dans le bon sens, au moins sur certains points. Et la dernière news que je trouvais vraiment sympa, qui mêle deux projets sur lesquels soit je suis investi, soit je surveille de près, The Graph, donc c'est un peu l'internet des blockchains, hein, pour moi c'est un excellent projet The Graph, et Arbitrum, donc une des principales layer 2 d'Ethereum, et donc qui vont fonctionner ensemble plutôt. The Graph qui va carrément migrer, qui est en train de migrer sur Arbitrum, donc ça c'est quand même très très fort, c'est un gros signal, vous voyez. The Graph du coup qui était sur Ethereum, Ethereum concrètement ça coûte cher, les frais de transaction coûtent cher, la communauté, ou plutôt les possesseurs de tokens The Graph, ont émis et ont voté une loi pour faire une transition, pour faire une migration vers Arbitrum. Donc c'est là que vous voyez l'importance en fait de la gouvernance, tout simplement la communauté The Graph, qui, de par son pouvoir de décision, a pu choisir de quitter Ethereum, que le projet quitte Ethereum, pour aller sur Arbitrum. C'est ouf, hein. C'est vraiment, là, vous voyez à quel point c'est fort, parce que du coup, ça va permettre d'avoir des transactions plus rapides, de payer moins cher. Enfin, c'est vraiment, vraiment costaud, c'est vraiment une grosse information. Et ça donne beaucoup de crédit à Arbitrum de mon côté. C'est-à-dire que c'est pas Polygon Matic qu'ils ont choisi, c'est quand même assez intéressant ça. Et moi, vous me dites un layer 2, pour Ethereum, tout de suite, je pense Matic. Vraiment, moi, le projet qui me botte, c'est Matic. Et là, pour le coup, eux ont choisi Arbitrum. Du coup,
ça me donne vraiment encore plus envie d'en acheter et de surveiller. Bien évidemment, je respecte mon plan, hein. Moi, je vous l'ai déjà dit, Arbitrum, je l'attends plus bas, je l'attends en dessous de 80 centimes, et vraisemblablement, on va y aller, hein. Aucune certitude, mais je pense qu'on va y aller. Et clairement, quand je vois ce genre d'informations-là, ça me donne l'impression que Arbitrum, il y a vraiment du jour derrière, de par la confiance que peuvent lui procurer certains projets, donc c'est le cas ici de The Graph, et donc je pense que ce sera un bon achat quand il arrivera dans la zone prévue. Maintenant, petit mot sur le marché, vu qu'on est dessus. Bon, bah voilà, on est dans le vert, on est sur un rebond classique. À titre personnel, je pense pas que ce soit un rebond qui soit très très fort. On est qu'à 25,5 sur Bitcoin. Bien sûr que ça peut aller plus bas, même si j'ai aucune certitude. Je vais continuer à surveiller. Donc, on voit que certaines cryptos ont bien suivi la structure. Regardez, si on prend la structure de Bitcoin en vue semaine, vous voyez, on a vraiment ce creux qui a été comblé, hein. Donc, on descend le 14, un jour à peu près de stagnation, et on remonte. Beaucoup de cryptos ont remonté, du coup, on rebondit. Mais c'est pas le cas de toutes. On peut le voir notamment avec Matic. Matic, ça s'est pas du tout passé comme ça. Matic, en fait, on est sur un truc beaucoup moins solide. Donc je l'attends toujours au 55, ça je vous ai dit. On peut parler aussi de, par exemple, Apecoin. Ça faisait partie des cryptos dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous ai dit, je surveillais. J'en ai pas acheté, et j'ai bien fait. Parce que j'en ai parlé samedi, hein. Donc on devait être là autour des 3 $. Et bah, ça a perdu 30% encore. C'est-à-dire qu'on est à 2 $. Historiquement, 2 $ sur du Apecoin, c'est dingue, hein. C'est vraiment dingue, je pense qu'on en reparlera prochainement. Si vous le voyez là, les plus bas, même avec FTX, c'était 3 $, hein. C'est 30% au-dessus. Dans cette zone-là, je vous avais fait une vidéo, c'était en décembre, parce qu'il y avait des taux de stacking de dingue sur Apecoin, et je disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il y a des taux de stacking de dingue? La raison est très simple, c'est parce qu'il y a beaucoup de tokens à émettre. C'est pas gratuit, c'est juste qu'il y a beaucoup de tokens, ça fait une masse de tokens qui arrivent sur le marché. Donc concrètement, l'offre de tokens devient très importante, plus importante souvent que la demande, et ça entraîne une baisse. C'est ce qu'on a observé. C'est-à-dire que là, il y a eu la hausse globale des cryptos, donc toutes les cryptos ont monté, et depuis ça a baissé. Donc le move, c'était bien sûr d'en acheter ici à 3 $ et le revendre à 6. Ça, c'est vraiment ceux qui ont fait ça, bravo, c'est vraiment bien joué. Sinon, le truc le plus simple, c'était d'acheter ici à 3,5 et de revendre dans cette zone-là autour des 5,5. Mais pour l'essentiel, je pense qu'ils ont acheté là et ils ont stacké parce que du coup, ça faisait sur un an, on gagnait presque, je sais plus combien, ça devait être entre 50 et 100 en token, en pourcentage, hein, j'entends. Donc c'était vraiment des taux qui étaient fous. Après, bien évidemment, au fil du temps, ça baisse. Et finalement, est-ce que ceux qui ont acheté ici autour de 3-4 sont rentables maintenant que le token vaut plus que 2 $? Bah, je suis pas sûr. Et il y a des chances que ça aille plus bas. Donc moi, Altcoin, je vais l'acheter beaucoup plus bas, hein, je vous le dis. Je vais l'acheter entre 1 et 1,50 à mon avis. À moins qu'on ait vraiment des rebonds très sympathiques du marché global. Mais je pense que ça peut aller plus bas. Mais que par contre, la boîte qui est derrière, à savoir Yuga Lab, a fait un travail très important en termes de branding, en termes d'imagination de la valeur de ces produits, notamment de ces NFT, donc tous les tokens tête de singe et compagnie, et les dérivés, et que quand ils auront envie de récupérer encore du cash, de redonner de la valeur à leur token, ils le feront. C'est-à-dire qu'ils vont créer des dérivés, ils vont créer d'autres produits, ils vont faire des événements. Il y avait le jeu qui était sorti il y a quelques temps, c'était plutôt bien réalisé. Ils ont des moyens, ils ont des compétences. Je pense pas que le token aille à 0 et il reste. C'est-à-dire qu'il va aller peut-être beaucoup plus bas, et ce sera certainement une bonne idée de recharger à ce moment-là, parce que c'est pas du tout déconnant d'imaginer qu'on ait du Bitcoin qui retourne à 6 ou 7 $. Donc imaginez, vous en achetez à 1 ou 1,5, bah vous faites très facilement des fois 3, des fois 4, des fois 5, des fois 6. Donc ça va être quelque chose que je vais vraiment surveiller dans les prochains mois, hein. Clairement, on n'est pas pressé. Moi, je vous l'ai dit, je l'attends plus bas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.